Un nouveau monde avec Franck et Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Franck. Alors nous avions promis à nos auditeurs qu'à partir de cette semaine-ci, nous avions une nouvelle émission, enfin en tout cas un nouvel invité pour parler de la CNV. Cette personne s'appelle Sophie Grosjean. Bonjour Sophie. Bonjour Franck. Merci d'être venue nous rejoindre dans notre studio pour nous parler de la CNV. Merci de m'avoir invité. Alors, comme la CNV est quelque chose de très très étendu, nous allons le faire en 2 émissions, je le dis tout de suite. Donc, nous allons voir cette première émission, c'est-à-dire aujourd'hui, sachant que l'émission repasse également dimanche, nous allons nous poser la question de la CNV c'est quoi ? Enfin, plutôt, nous allons vous poser la question la CNV c'est quoi ? Et la semaine prochaine, je vous poserai la question, la CNV, pour qui, pourquoi ? Donc, prenez à votre agenda rendez-vous, puisque la semaine prochaine, on se revoit. Et chers auditeurs, vous avez la suite, la CNV, pour qui, pourquoi ? Et c'est ce que nous allons voir. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la CNV ? 3 lettres pour dire quoi ? Alors, la CNV pour dire communication non violente. Alors, la communication non violente, en fait, c'est un processus à part entière, comme d'autres, comme la programmation neurolinguistique ou l'analyse transactionnelle. Et c'est un processus qui a été développé par un psychologue clinicien américain qui s'appelle Marshall Rosenberg. Et je voudrais dire 2 mots de Marshall Rosenberg parce qu'en fait, qu'est-ce qui a fait qu'il a développé ce processus ? En fait, Marshall est d'origine juive et ce sont ses origines qui lui ont valu de se poser des questions dès son plus jeune âge, puisqu'il vivait à Détroit aux États-Unis au moment de la guerre et il a fait les frais de ses origines juives. Il s'est fait tabasser le premier jour d'école et il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Et il s'est posé donc à cet âge-là très tôt cette question: pourquoi est-ce que certains humains sont violents et d'autres bienveillants ? Parce que par ailleurs, au-delà de cette violence qu'il subissait à l'extérieur, à l'école et en dehors de chez lui, il vivait dans une famille où il y avait énormément de bienveillance entre les membres de la famille et ça l'a vraiment interpellé. En fait, petit garçon, il s'est dit mais pourquoi certains humains sont comme ça dans une forme d'immense bienveillance et pourquoi par ailleurs à d'autres moments il y a tellement de violence ? Et il a consacré sa vie à ça. Aujourd'hui, Marshall a 80 ans et il a vraiment consacré sa vie entière à essayer de comprendre, de répondre et d'aider les gens à être dans davantage de bienveillance et de compréhension mutuelle. Il a écrit entre autres un livre qui s'appelle Les murs, les mots sont des murs. Les mots sont des fenêtres ou des murs. Il a écrit de nombreux livres. Il y a au moins 10-12 livres écrits par Marshall Rosenberg et la plupart sont édités, puisque vous m'en parlez, aux éditions Jouvence et on peut se les procurer aisément en librairie. Alors, pour répondre à votre question, la CNV, c'est quoi ? En fait, je vais plutôt dire la CNV, quel est l'objectif de ce processus ? Et en fait, l'objectif du processus de la communication non violente, c'est d'améliorer la qualité de la connexion et de la relation. Alors, la connexion à quoi ? Il ne s'agit pas ici de connexion Internet ou de ce style-là. C'est vraiment d'être connecté à ce qu'il y a de plus vivant en nous, à ce que j'appelle moi notre élan de vie, notre élan vital. Et notre élan vital, notre élan de vie, il passe par deux stades en fait de choses en nous qu'on a un petit peu souvent mis sous couvercle suite aux couches d'éducation qu'on a reçues, je vais dire. Ce sont nos émotions et nos besoins. Je vais y revenir un peu plus tard. J'ai envie de parler quand même du fondement de ce processus pour être dans la connexion à soi et à l'autre, parce que parfois, la plupart des personnes qui viennent me voir pour apprendre la communication non violente, qui veulent améliorer la communication et veulent surtout, viennent me trouver en disant il y a un problème avec l'autre. Il faut absolument que j'arrive à faire comprendre à l'autre à faire en sorte que l'autre change de comportement. Et là, les personnes peuvent être déçues, ou en tout cas surprises, parce que avant d'aller voir ce qui se passe chez l'autre, je nous invite, et je me mets dedans, à aller voir ce qui se passe chez nous, chez soi. Parce que je ne peux offrir une qualité de connexion, une qualité d'écoute et de compréhension de l'autre que si je suis capable de m'offrir à moi une qualité d'écoute et de compréhension. Donc, c'est-à-dire m'écouter, m'entendre. Oui, je vais apprendre. Ce que je suis, ce que je veux. Alors, la communication non violente nous invite au-delà de ce que l'on pense. Donc, on part de notre tête. Nous sommes dans une culture où on a appris d'ailleurs dès notre plus jeune âge à comprendre, à analyser. Et donc, qui dit analyser, dit juger, mettre dans des boîtes, dans des cases. Et nous utilisons beaucoup notre mental pour penser, comprendre, juger, interpréter les choses. Et tout ça, notre mental est hyperactif. Et la communication non violente va nous inviter à quitter notre mental, notre tête, pour aller vers notre cœur.
Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Nous avons ce qu'on appelle des émotions. Alors, il y a 4 grandes familles d'émotions. Il y a la peur, la tristesse, la colère et la joie. Alors, je dis tout de suite, il n'y a pas des bonnes et des mauvaises émotions. Il y a des émotions agréables et des émotions plutôt désagréables. Alors, parfois, les gens me disent, ouais, mais c'est quand même pas cool. Il n'y a qu'une émotion agréable, c'est la joie. C'est un peu vrai. Et en même temps, moi, j'ai appris à juste être dans l'acceptation que les émotions, voilà, c'est vrai, elles sont peut-être pas toujours agréables, mais elles sont à mes yeux comme des témoins lumineux. Vous savez, c'est comme vous avez une voiture, Franck, et je dis souvent, quand les témoins lumineux de l'huile s'allument, qu'est-ce que la plupart d'entre nous avons appris à faire? Mettre de l'huile. Mettre de l'huile, donc s'arrêter. On ne sait pas mettre de l'huile en roulant. Et nos émotions ou nos jugements, les jugements de valeur les étiquettes qu'on a envie de coller sur les fronts des personnes qui nous entourent et qui nous mettent souvent en colère ou très agacés, sont comme des témoins lumineux sur notre tableau de bord interne. Et la plupart d'entre nous, en tout cas moi j'étais comme ça, quand il y a un témoin lumineux de ce style-là qui s'allume, donc je suis soit énervée, soit j'ai envie de hurler sur quelqu'un, je continue comme un rouleau compresseur. Je ne m'arrête pas pour aller voir ce qui se passe en moi. Quel est le problème? Il y a besoin de rajouter quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi. Et la communication non violente nous invite à nous arrêter, justement, à prendre ce temps d'aller se connecter à soi et de se dire, ok, j'ai envie de traiter cette personne de con, ou d'emmerdeur, que sais-je, ou pire encore. Qu'est-ce que ça dit de moi, en fait? Je vais pas chercher à savoir ce que ça dit de l'autre. Je vais venir voir ce qui se passe chez moi. Et peut-être je vais découvrir que je suis vraiment énervée. Et pourquoi est-ce que je suis énervée? Le réflexe habituel, c'est de dire c'est à cause de l'autre. Si l'autre réagissait autrement, s'il disait autre chose, s'il faisait autrement, j'irais beaucoup mieux. C'est la faute de l'autre. Et ici, en faisant ça, c'est comme si je donnais la télécommande de ma vie à l'autre, à la personne en face de moi, et je disais, voilà, l'autre ou les autres, toutes les personnes qui m'entourent, et je dis au monde, voilà, vous avez une télécommande avec 4 boutons de 4 couleurs différentes. Et si vous appuyez par exemple sur le bouton rouge, bien moi je me mets en colère. Si vous appuyez sur le bleu, je suis triste. Sur le jaune, j'ai peur. Et sur le vert, je suis content. Et j'ai l'illusion que les personnes appuient sur des boutons et que moi je réagis en conséquence. Et en faisant ça, en fait, il y a un double problème. C'est que d'une part, je donne mon pouvoir à l'autre. C'est l'autre qui a le pouvoir sur moi. En tout cas, j'ai cette illusion-là. Et en donnant le pouvoir à l'autre, je lui donne aussi la responsabilité de ce que je vis. Et ça, pour moi, c'est pas juste en fait, et c'est même dangereux, parce que le risque alors, c'est de devenir une victime du système et dire mais c'est pas de ma faute. Si je prends un cas très très extrême évidemment, mais j'ai tué mon voisin ou je l'ai assommé avec une poêle, mais c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. S'il avait agi autrement, je ne me serais pas comportée comme ça. Donc la première chose que ce processus nous invite à faire, c'est d'aller nous écouter quelles sont nos émotions et de reprendre cette télécommande. Alors, bien sûr que les comportements et les paroles des autres personnes qui nous entourent ont un impact sur nous. Nous sommes stimulés par ce que les autres font et disent. Et je fais une grande différence, le processus fait une grande différence entre un stimulus et une cause. Donc, c'est vrai que j'ai un exemple que j'ai vécu, moi, en donnant cours, une dame un jour qui a bondi de sa chaise et qui est sortie 30 secondes ou 45 secondes après l'entrée dans la pièce d'une guêpe. Et concernant le stimulus et une cause, c'est un élément qui est très important dans la communication non violente, je pense. Oui. Donc, je vous propose qu'on fasse une pause. Oui. Petite pause musicale. Notre ami Christophe va faire un choix qui est en fait votre choix, mais enfin un choix, il va choisir dans les chansons que vous avez décidées. Et après ça, on va revenir sur le stimulus et la cause. D'accord, pas de souci. À tout de suite, chers auditeurs. C'était donc Ose de Yannick Noah, superbe phrase. Redonne à ta vie sa vraie valeur, redonne à sa vie toutes ses couleurs, c'est ça? C'est beau quand même. C'est à peu près ça que j'ai retenu. Donc, chers auditeurs, nous sommes toujours en relation avec Sophie Grosjean. Nous parlons de la communication non violente. Et Sophie, juste avant la chanson qui est passée, vous parlez de stimulus et de la cause. Donc, il y a un stimulus, il y a une cause. Et qu'il fallait faire la différence entre les deux. Alors, une petite explication? Oui, donc en fait, je voulais prendre l'exemple. Un jour, je donnais cours à un groupe d'adultes. Et à un moment donné, il y a une guêpe qui rentre dans la salle de cours. Et à peu près une trentaine de secondes plus tard, donc moi je continuais à expliquer, et une trentaine de secondes plus tard, il y a une dame qui bondit de sa chaise et qui sort. Alors d'abord je me dis, ouïouïouï, qu'est-ce que j'ai dit? La dame est fâchée, ou je l'agace, ou je sais pas quoi, elle est pas contente de ce qui se passe, donc j'ai d'abord pris ça un peu contre moi.
Et puis très vite, j'ai compris que quelqu'un m'a dit, mais cette dame est sortie à cause de la guêpe. Donc on a mis la guêpe dehors, ou on l'a tuée, je sais plus. C'est très violent, hein, je le reconnais. Et la dame est revenue. Et elle nous a expliqué qu'en fait, elle avait été piquée 2 fois par une guêpe cet été-là, et qu'elle était allergique au venin de guêpe. Et que le médecin l'avait prévenu que si jamais elle se faisait piquer une fois encore cette saison-là, ça pouvait lui être fatal. Donc pour elle, c'était vraiment une question de survie. Sa vie était en danger. Donc elle était paniquée à l'entrée de la guêpe. Nous étions une 20aine de personnes et il n'y a qu'elle qui a réagi de cette façon-là. Si je considère que l'entrée de la guêpe dans la salle est l'événement extérieur, en fait, on voit que parmi les 20 personnes, on a été stimulé de manière différente. L'arrivée de cette guêpe a stimulé les personnes présentes de manière différente. Il y a une personne qui a été en panique totale. Il y en a d'autres qui étaient un peu mal à l'aise et qui n'aimaient pas quand la guêpe venait près d'elles. D'autres encore n'en avaient rien à faire et même si la guêpe se posait sur leurs mains ou sur leurs cuisses, ça ne les dérangeait pas. Donc nous réagissions tous de manière différente. Et en fait, face à n'importe quel événement, c'est ça qui se passe. Pour l'instant, par exemple, nous sommes ici 3 en studio. Nous vivons tous les 3 quelque chose de différent. Mais nous avons peut-être des centaines ou des milliers d'auditeurs actuellement qui entendent, on pourrait se dire, ils entendent la même chose, donc ils vivent la même chose. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Parce que ce que je suis en train de dire, ce que nous sommes en train de partager, vous et moi, en fait, touche les personnes, stimule les personnes différemment. En fonction de quoi? Eh bien, en fonction des filtres que nous avons ou des paires de lunettes. J'aime bien l'image aussi d'une paire de lunettes avec des verres de couleurs différentes pour regarder la réalité. Nous n'avons pas tous, nous ne voyons pas la vie de la même couleur, en fait. Et en fonction de notre histoire, de notre vécu, de notre sensibilité, nous sommes stimulés différemment. Donc, ça génère chez nous des émotions différentes, en fait. Et la cause, donc je fais la différence entre un stimulus, c'est sûr que le monde extérieur me stimule, a un impact sur moi. Si je dis à quelqu'un je t'aime ou ta gueule, je me doute bien que ça va pas avoir le même résultat sur la personne. Donc bien sûr que je peux aussi avoir une idée de l'impact de mes mots. En même temps, et c'est mon expérience et vous l'avez sans doute déjà expérimenté aussi, parfois je peux mettre les meilleures intentions du monde, avoir le cœur grand ouvert, être vraiment bien disposé envers quelqu'un, et malgré tout, la personne va prendre ce que je dis contre elle. Et donc là, il y a quelque chose qui lui appartient. Et là, alors, c'est intéressant, la communication non violente nous permet d'aller rechercher la vraie cause de la réaction de la personne. Pourquoi est-ce qu'elle prend les choses contre elle? Pourquoi est-ce qu'elle a des émotions si fortes? Et la cause peut être, à ce moment-là, en fait, ce qu'on appelle en communication non violente la notion de besoin, qui est vraiment au cœur de ce processus. Alors, je vais m'étendre un petit peu là-dessus parce que c'est très, très important. Le besoin en communication non violente, c'est ce qui nous relie entre êtres humains. Et notamment en cas de conflit ou de tension, souvent, quand on se met à se parler, alors, on va essayer de définir, on va échanger, on va se parler à partir de ce qu'on pense, de nos opinions. On va argumenter. Quand j'argumente, généralement, je suis convaincue que j'ai raison et que l'autre a tort. Et donc, on va se parler à ce niveau-là, et donc, on va creuser encore plus le fossé qui nous sépare, puisque, à la base, on n'est pas d'accord sur ce qu'on pense. La communication non violente va nous inviter à quitter notre tête, à cesser de vouloir trouver quelqu'un qui a tort et qui a raison, mais plutôt à aller vers ce que nous vivons tous les deux, à l'intérieur de nous, c'est-à-dire quelles sont nos émotions et ce fameux besoin. Et comme les besoins sont communs à tous les êtres humains, on va s'exprimer à partir de quelque chose qui nous relie et non pas quelque chose qui nous sépare. Et donc, ça va être plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est gagné à tous les coups, je ne dis pas ça. C'est pas une solution, la panacée universelle pour résoudre tous les conflits, mais ça aide vraiment. Mais en tout cas, en parlant de quelque chose qui nous relie, il y a plus de chances que nous puissions reconstruire un pont entre nous, nous reconnecter justement l'un à l'autre, nous réconcilier. Alors, quelques exemples de besoins, ce sont des mots que je vais vous citer. Il y en a à peu près entre 50 et 100. Par exemple, la reconnaissance est un besoin. L'acceptation, être accepté comme je suis avec mes limites. La sécurité est un besoin. L'appréciation. Le respect, la considération. La paix. La sérénité, c'est un besoin. Le sens, j'aime donner du sens à ce que je fais, c'est important pour nous. Contribuer au bien-être des autres, c'est important aussi. Tout ça, ce sont des besoins. Alors, quand je dis commun à tous les humains, ça veut dire quel que soit leur âge, leur appartenance sociale, leur race, leur culture, leur religion, nous partageons tous les mêmes besoins. Alors, jusque-là, c'est simple.
là où ça se corse et où ça devient plus difficile à intégrer, c'est que très souvent, je vais mêler mon besoin à une personne ou un groupe de personnes en particulier. Par exemple, je vais dire, j'ai besoin que mon mari nourrisse mon besoin de tendresse ou d'affection. Okay. Or, mon mari, il n'est pas écrit, je dis ça en boutade, il n'est pas écrit dans sa description de poste, quelque part, c'est pas écrit dans les contrats de mariage, on pourrait se dire c'est une erreur, mais non. Il n'est pas écrit qu'il est le seul pourvoyeur de satisfaction de mon besoin d'affection. Bien sûr que c'est évident qu'il est une source de satisfaction de mon besoin d'affection, en tout cas on peut l'espérer, que mon conjoint, que ce soit homme ou femme, soit une source de satisfaction de mon besoin d'affection ou de présence ou de soutien, etc. En même temps, si j'attache mon besoin à une personne en particulier, le risque que je prends, c'est que je pourrais être déçue. Parce qu'il se peut que mon conjoint n'est pas à tout moment disponible ou disposé à me donner de l'affection ou de la présence ou du soutien. Et ça met également de la pression à la personne à qui on attend les choses. Tout à fait. Parce que ce qui se passe, c'est que quand je mêle comme ça mon besoin à une personne, j'ai ce que j'appelle une attente. Et quel est le risque que je prends quand j'ai une attente ? La déception. Et oui, la déception. Et moi-même, je suis encore parfois dans cette ornière où nous restons des êtres humains et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Donc, c'est malheureusement, je tombe dans le piège d'avoir une attente vis-à-vis de quelqu'un. Et très souvent, en fait, le problème, c'est que quand j'ai une attente, en plus, je mets la pression sur l'autre, même subtile, même sans rien dire, je mets la pression. Et sous pression, la plupart d'entre nous, qu'avons-nous comme réflexe de faire, c'est souvent de prendre la tangente, de nous rebeller ou de résister à la pression. Et donc, je diminue mes chances d'obtenir satisfaction en mettant la pression, parce que le risque que je prends, c'est que l'autre n'ait justement de moins en moins envie de contribuer à me satisfaire. Alors, je voudrais mettre une parenthèse, parce que vous dites, je mets une pression subtile. Dans la communication, on n'a pas que de la parole, en fait. C'est pas que du verbe. Il y a autre chose. Et en fait, ça, c'est connu depuis très longtemps, mais c'est pas propre à la communication non violente, mais en communication, on dit il y a 7% de mots seulement. Ce qui est rien du tout, en fait. Oui, c'est seulement 7%. Donc, il reste 93% qui sont tout ce qui n'est pas les mots, c'est-à-dire l'intonation, le non-verbal, la gestuelle, et alors l'énergie qui émane de moi. Et ça me permet de revenir à ce fondement de la communication non violente. En fait, on peut avoir les meilleurs mots, parce que c'est sûr que je ne saurais pas rentrer dans le cadre de cette émission dans le détail des mots, de la technique. Ça nécessite de se former pour ça. Mais on peut avoir les meilleurs mots du monde si on n'a pas la bonne intention, c'est-à-dire la bonne énergie avec laquelle je viens dans la relation, dans la relation, ça ne va pas marcher. Et cette intention, cette énergie qui m'habite, c'est important que ce soit de l'ouverture, que je sois ouverte à rencontrer l'autre. Et il y a une petite phrase que j'ai entendue un jour d'un formateur dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus qui c'était parce que je suis beaucoup de formations, mais il disait, le défi c'est de rencontrer l'autre à chaque fois, comme si c'était la première fois. Oh. Rencontrer l'autre à chaque fois, découverte. Comme si c'était la première fois. C'est passionnant en même temps. Et en même temps, on se rend compte que c'est quasiment impossible. Imaginez-vous rencontrer votre conjoint, votre père, votre mère, votre enfant, à chaque fois, comme si c'était la première fois. Oui, c'est vrai que c'est un beau défi, mais d'un autre côté, ça peut être une très belle réalisation, parce que au niveau du couple, un couple qui dure depuis longtemps, il y a une certaine monotonie qui s'installe, et si on choisit ce programme-là, ça peut être un couple de très longue durée, et ça peut être magnifique. Oui, c'est juste, en tout cas, c'est pour mesurer le défi que c'est d'être dans l'ouverture et la bienveillance, parce que forcément, quand je connais quelqu'un, même depuis juste quelques jours ou quelques semaines, et donc quand c'est quelques années ou de nombreuses années, c'est pire, j'ai inévitablement ce que j'appelle moi un passif, et un actif d'ailleurs, parce que je peux avoir des préjugés positifs ou négatifs vis-à-vis de la personne, mais c'est très difficile de venir à la rencontre de la personne comme si c'était la première fois, c'est-à-dire dans une totale ouverture, alors que j'ai vécu des choses difficiles et ou agréables avec elle. Donc voilà, mais c'est vraiment important d'être dans cette ouverture et cette bienveillance, et j'insiste, ça commence chez soi. Je ne pourrais pas offrir une qualité d'ouverture et de bienveillance à mon interlocuteur si je ne suis pas capable de me l'offrir à moi. Alors, je vais ouvrir une parenthèse dans la parenthèse. Vous avez dit pour ça demande une certaine formation. Donc, j'aimerais bien qu'on parle justement des formations que vous proposez, de la conférence que vous allez donner bientôt à Couttoin, donc c'est-à-dire à 20-30 km d'ici, qu'on en parle, et puis on fera une petite pause musicale parce que je vois que ça s'entraîne bien et que on va se refaire une petite pause musicale si quelqu'un veut faire un petit pipi ou aller boire quelque chose. Donc, donnez-moi les informations concernant... Vous avez
une association ou un groupe, je veux dire. Donc moi, je suis responsable d'une entreprise en fait qui s'appelle Girasol. Alors girasol, on me demande souvent c'est quoi la signification de girasol. C'est la contraction de deux mots, girafe et soleil. La girafe étant le symbole que Marshall Rosenberg a choisi pour représenter la communication non violente, parce qu'en fait, on appelle aussi la CNV le langage du cœur. Il l'utilise même dans ses formations, oui, non? Oui, et la girafe est l'animal terrestre qui a le plus grand cœur. Oh. Et alors l'autre, le sol pour soleil, parce que pour moi c'est un symbole de clarté et de conscience. Et donc c'est mettre de la conscience sur mes émotions, mes besoins et ce qui est juste pour moi et pour l'autre. Alors Girasol sur Internet, on trouve ça où? À quelle adresse? Alors, il y a 2 sites Internet. Il y a le site www.girasol.be. Ce site-là est plutôt orienté professionnel, entreprise et organisation. Mais il y a un autre site qui s'appelle www.communicationnonviolente.be. Et là, c'est uniquement tout ce qui concerne la communication non violente, donc une explication de ce que c'est, de ce qu'on peut en faire, tout l'agenda des formations que moi je propose, mais aussi il y a accès à l'agenda des formations et aux coordonnées de tous mes collègues en francophonie et même dans le monde. Donc il faut savoir qu'en Belgique, on est à peu près une vingtaine de formateurs certifiés. Et oui, certifié parce qu'il y a un processus de certification en fait que Marshall Rosenberg a mis au point. Et j'insiste là-dessus, si les personnes veulent se former, c'est important. En tout cas, si elles veulent recevoir une formation vraiment de qualité, c'est de se faire accompagner par des personnes qui sont certifiées ou en voie de l'être, qui sont dans le processus de certification. Parce que bon, le processus est simple en théorie, mais quand même très très ardu à intégrer dans la pratique. Ça demande plusieurs années de formation et de cheminement. Et donc, il y a des personnes qui ont lu un livre ou participé à quelques journées de formation et qui se disent mais c'est facile et j'ai envie de le transmettre et c'est très chouette en même temps. Juste que la qualité de l'enseignement n'est pas nécessairement généralement n'est pas le même. Alors pour ceux qui sont intéressés par la communication non violente, on est à peu près à la moitié de l'émission, et qui voudraient aller plus loin, on va déjà leur donner également la conférence que vous donnez à Couttoin. Alors, je donne une conférence effectivement à la salle paroissiale de Couttoin le 13 mars prochain. C'est un vendredi 13, mais pour moi ça porte bonheur. Donc pour ceux qui sont superstitieux, on peut changer la croyance. Alors le thème de la conférence c'est « Je prends soin de moi, ça profite à tout le monde ». Alors l'idée c'est qu'effectivement, si je ne prends pas soin de ce que j'appelle moi mes batteries physiques, mentales et émotionnelles, donc je finis par être tellement dans je donne à l'extérieur sans jamais veiller à garder un équilibre entre ce que je donne à l'extérieur et ce que je me donne à moi. À un moment donné, je n'ai plus de jus, comme je dis, et quand il y a plus de jus pour moi, il y a plus de jus pour les autres non plus. Donc c'est pas un cadeau à faire au monde. D'abord, c'est pas un cadeau à se faire à soi, mais c'est pas un cadeau pour les autres non plus que d'être quelqu'un qui est exténué ou exaspéré. Donc voilà, le thème de la conférence, c'est ça. Donc apprendre à s'écouter, à mettre ses limites et à mettre en place des petites choses concrètes pour pouvoir améliorer son quotidien et donc le quotidien de nos proches. Alors pour pouvoir participer à cette conférence, c'est mieux de réserver. Et pour réserver, il faut contacter Madame Miette Laby au 085 71 23 50 ou le 0479 31 72 23. Mais on peut trouver, pour les auditeurs qui n'auraient pas eu le temps de prendre note, on trouve toutes les informations sur l'agenda de mes formations, donc sur le site www.communicationnonviolente.be. On en reparlera encore et on en reparlera d'ailleurs encore la semaine prochaine. Et alors, dans cette conférence, les gens partent déjà avec quelques outils? Oui, il y aura quelques outils concrets, des petits exercices pratiques et... Bon, c'est pas une formation, c'est une conférence, donc c'est plus une sensibilisation à ce qu'on peut faire et comment implémenter ça dans ce cadre-là. Et alors, tout à l'heure, on parlera également de l'endroit où vous habitez, qui est une ferme. Ça, on en reparlera, si vous voulez, tout à l'heure. On a déjà fait un bon bout de chemin. On se refait une petite pause musicale, Christophe? Oui, je propose Mademoiselle l'Aventure de Francis Cabrel. Oui. Magnifique. Francis Cabrel, donc, Mademoiselle l'Aventure, qui est en fait une réalité. Donc, apparemment, il aurait trouvé un enfant dans un pays qu'il a visité, qui était abandonné. Il a récupéré l'enfant. Et donc, il se demande, par rapport à cet enfant, quelle a été sa vie, pourquoi est-ce qu'il a été abandonné, etc.
Superbe parole. Donc nous sommes toujours avec Sophie Grosjean. Nous parlons de communication non violente aujourd'hui et encore la semaine prochaine. Et Sophie, on était en train de parler juste avant la chanson et 2-3 parenthèses. Nous parlions des besoins et vous aviez dit qu'en fait, on a une forte tendance à vouloir à ce que les autres comblent nos besoins. C'était bien ça? Oui, tout à fait. Et donc, j'aime me rappeler que personne d'autre que moi n'est responsable de la satisfaction de mes besoins. Mais c'est vraiment pas évident à intégrer complètement dans sa vie, en fait. Ça demande vraiment de pratiquer régulièrement, de faire des exercices et de se remettre en question très régulièrement. Alors, tant que je suis sur les besoins, je voudrais encore dire, non seulement le besoin n'est pas lié à une personne en particulier, mais le besoin n'est pas lié non plus à une action. Par exemple, travailler n'est pas un besoin. La meilleure preuve, c'est qu'il y a des tas de gens qui ne travaillent pas. Or, j'ai dit que le besoin est universel, que quel que soit l'âge, la culture, etc. Donc, déjà, les enfants et les personnes retraitées ne travaillent plus, ou pas. Donc, travailler n'est pas un besoin. Par contre, travailler contribue à nourrir de nombreux besoins, comme la reconnaissance, la sécurité. J'ai sécurité financière, sécurité parce que je peux avoir un toit, un abri, le confort, contribuer au bien-être des autres, justement, parce que je peux offrir à mes enfants une éducation, des vêtements, de la nourriture, etc. L'épanouissement, le sens, bon voilà, on pourrait continuer la liste, mais de nombreux besoins sont nourris par le fait de travailler. Et enfin, le besoin n'est pas non plus lié à un objet. Par exemple, une voiture n'est pas un besoin. Heureusement d'ailleurs, parce que si les 8 milliards d'êtres humains avaient chacun une voiture, on aurait un souci. On a déjà un souci comme ça. Mais la voiture, de nouveau, contribue à nourrir de nombreux besoins. De nouveau, par exemple, le confort, la mobilité, faire le meilleur usage de son temps. Mais bon, c'est relatif. Par exemple, si vous avez une voiture à Londres, là, c'est beaucoup plus intéressant pour faire le meilleur usage de votre temps, de prendre le transport en commun. La voiture nourrit aussi un besoin d'autonomie, d'indépendance, etc., etc. Donc, je récapitule, le besoin n'est pas lié à une personne en particulier, il n'est pas lié à une action, et il n'est pas lié à un objet. Alors, la bonne nouvelle avec ça, c'est qu'en fait, une fois que j'arrive à démêler comme ça mes besoins des personnes, des actions et des objets, c'est qu'il y a un éventail immense de possibilités qui s'offrent à moi pour satisfaire un besoin. Par exemple, si je dis j'ai besoin de reconnaissance, tous les êtres humains, pour chacun de nous, c'est vraiment important d'une manière ou d'une autre d'avoir de la reconnaissance. Si je dis j'ai besoin de reconnaissance de mon patron, là je suis coincée. Okay, j'ai mêlé mon besoin à mon patron, et si mon patron, pour des raisons X, ne me donne pas de reconnaissance, ou, ce qui arrive encore plus souvent, ne me la donne pas de la manière dont je voudrais, parce que souvent j'ai une attente bien précise quant à la façon dont il devrait me donner de la reconnaissance. Alors je suis coincée si je suis comme ça. Si je démêle et que je me dis, OK, il y a 7 milliards d'êtres humains sur la planète qui sont susceptibles de me donner de la reconnaissance. Il y a aussi les animaux. Moi, j'ai plusieurs chiens à la maison et je peux quitter la cuisine et revenir 10 fois. Ils seront chaque fois contents de me revoir. Donc, il y a aussi je peux aussi recevoir de la reconnaissance aussi d'autres êtres vivants que les humains. Et puis, il y a une personne toute particulière qui peut me donner de la reconnaissance. Si vous avez une idée de qui ça peut être, Franck? Ben moi-même. Oui, bravo, bonne réponse. Moi-même. Et c'est quelque chose que je dis à toutes les personnes que je rencontre et que j'accompagne. Et c'est vrai que souvent, je me rends compte et les personnes se rendent compte que c'est quelque chose que nous n'avons pas tendance à faire. C'est de nous donner de la reconnaissance, de prendre ce temps de célébrer, ce que j'appelle célébrer, de s'arrêter de nouveau sur ce que je fais, ce que je pourrais regarder de ce que je fais de bien, qui a de la valeur, en fait. Et moi, je pense que chaque jour, il y a moyen de trouver quelque chose que j'ai fait où je suis heureuse de l'avoir fait et où je peux me dire « Ah, chouette, ben, super, ça c'est chouette ce que tu as fait là, pour toi et ou pour quelqu'un d'autre. » Par exemple, je ne sais pas moi, je m'offre une séance un massage ou un temps de repos à lire mon livre le soir. Eh bien, c'est quelque chose que j'ai fait pour moi. Et je peux me dire, ben, bravo, t'as pris ce petit temps-là, ça t'a demandé peut-être un petit effort d'accepter, d'arrêter d'être en faire toute cette course aux choses que nous nous mettons la pression de faire. Et j'ai pris un temps pour prendre soin de moi, pour prendre soin de mon besoin de repos et de détente. Et donc, je peux me donner de la reconnaissance pour ça. Et je peux aussi me donner de la reconnaissance pour quelque chose que j'ai fait pour quelqu'un d'autre. Et si vous voyez qu'il y a des équilibres entre ce que vous faites pour les autres et ce que vous faites pour vous-même, si le déséquilibre est trop grand, et souvent le déséquilibre, c'est je fais pour les autres, et moi je passe à la trappe,
je vous invite à de nouveau avoir ça comme un témoin lumineux qui s'allume, une petite sonnette d'alarme, parce que si ça dure trop longtemps et si c'est trop important, à un moment donné, le risque, c'est que votre organisme s'épuise, que vos batteries, dont je parlais tout à l'heure, que les batteries soient à plat, qu'il n'y ait plus de jus, parce que nous sommes des êtres humains, nous avons besoin aussi de nous nourrir, de nous ressourcer, de nous détendre, et personne ne peut tenir sur une durée très longue sans prendre soin de soi. Mais dans notre système judéo-chrétien, l'ornière, elle est très profonde, non ? Oui, et en même temps, enfin moi je suis très mauvaise là-dedans parce que j'ai pas du tout reçu cette éducation-là, mais en même temps elle baigne autour de nous. Mais je pense je connais pas la phrase exacte, mais il y a un bout du message qu'on a oublié. Comme toi-même. Voilà, le comme toi-même, et le comme toi-même, il est passé à la trappe en fait, et donc c'est ce que j'appelle de l'égoïsme éclairé. C'est pas de l'égoïsme pur. Pour moi, l'égoïste, c'est quelqu'un qui ne prend soin que de lui sans jamais se préoccuper des autres, qui n'a aucune considération pour les personnes qui l'entourent. C'est l'égocentrique, quoi. Voilà. Et ici, c'est pas ça, parce qu'il y a une peur souvent des personnes dire oui, mais moi je veux pas devenir égocentrique, je veux pas devenir égoïste et donc dire moi je et m'occuper de moi et de mes besoins, c'est pas juste, c'est pas bien. Et moi je dis c'est aussi égoïste en fait de ne prendre soin que des autres quelque part, parce que c'est perdre de vue qu'à un moment donné, si je suis à plat, donc soit je suis en burn-out, ça c'est un truc assez grave, ou bien j'ai une maladie grave, ou bien même je suis dans mon lit avec une grippe où je me suis cassé le pied dans l'escalier parce que je n'en pouvais plus, mais c'est pas un cadeau pour mes proches en fait. Et donc, moi, je trouve que c'est pas spécialement être altruiste que de ne jamais prendre soin de soi, parce qu'à un moment donné, ça finit par peser sur mon entourage. Au lieu d'être égoïste aux autres, je suis égoïste à moi-même, quoi. Quelque part. En tout cas, moi, j'aime bien l'expression être un égoïste éclairé, en fait. C'est une manière pour moi, c'est rechercher l'équilibre. L'équilibre entre ce que je donne à l'extérieur et ce que je me donne à moi, ou ce que je veille à recevoir moi aussi. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Peut-être parce que je suis du signe de la balance, je ne sais pas, mais pour moi, l'équilibre est vraiment quelque chose d'important. Ok. Alors, pour revenir aux besoins, donc qu'on a tendance à à chercher le besoin sur l'autre, est-ce qu'on peut dire qu'il faut essayer, il faut essayer de liquider l'exclusivité pour l'universalité ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous avez dit, par exemple, je vais chercher mon besoin chez mon mari, chez mon enfant, etc. Oui, d'accord. Est-ce qu'on peut dire, pour faire un petit résumé, j'exclus l'exclusivité qui met de la pression sur une personne et je vais plutôt vers l'universalité, c'est-à-dire que mon besoin peut être trouvé chez d'autres personnes qui n'est pas que cette personne-là. Oui, et en même temps, j'aime bien ce que vous dites parce que, justement, le « il faut », c'est parce qu'on s'est parlé longuement, Franck, avant l'émission, mais le « il faut », pourquoi j'insiste, chaque fois que je dis « il faut », je me mets la pression ou je mets la pression sur l'autre. Alors, c'est sûr que dans la vie, il y a toujours un peu de pression, mais j'aime bien, moi, mettre de la conscience sur le fait que dès que je mets la pression, il y a quelque part une forme de violence. Et c'est pas grave de temps en temps s'il y a un peu de pression, mais si c'est tout le temps, moi j'étais avant une personne, je me mettais une pression monstrueuse, j'étais perfectionniste, j'étais hyper exigeante envers moi-même, je le suis restée, mais j'ai aussi appris à relativiser et à chercher cet équilibre entre, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses où je me disais je dois absolument faire ça aujourd'hui, sinon, mais ma vie n'en dépendait pas, la vie de personne n'en dépendait, donc si c'était fait demain, c'était pas si dramatique que ça en fait. Et je reste quelqu'un qui aime la qualité de ce que je fais, des services que je rends et des tâches que je réalise, et en même temps, tout en préservant cet équilibre-là. Donc, quand j'entends « il faut quitter l'exclusivité », oui, et en même temps, c'est un petit mot magique en communication non violente, c'est le « et » plutôt que le « ou ». Quitter le monde binaire, blanc-noir, mais d'être plutôt dans des nuances de gris, de rester aussi dans cette bienveillance. Si de temps en temps, je n'arrive pas à lâcher prise et que je voudrais tellement que ce soit mon mari ou mon enfant ou ma mère ou mon voisin ou mon patron qui va satisfaire mon besoin. C'est juste que c'est important de pouvoir accepter que j'ai cette limite-là. Nous sommes des êtres humains limités. Enfin non, nous sommes des êtres humains, donc nous sommes par définition limités dans notre capacité à mettre de la conscience, à lâcher prise, à être dans la paix et la sérénité. C'est juste pas... En tout cas, moi, sans doute, peut-être le Dalai Lama, il y arrive, mais moi, j'y arrive pas encore. C'est pas sûr, on ne sait pas. Je suis pas sûre non plus. Mais quand il est devant les caméras, il peut peut-être faire beaucoup, et peut-être qu'on ne sait pas, on ne connaît pas sa vie. Je ne sais pas non plus. Voilà, donc en tout cas...
voilà, peut-être clôturer cette notion de besoin, mais qui est vraiment primordiale, en fait. C'est encore une chose au niveau du besoin, en fait, nos besoins ou aspirations, on peut mettre plusieurs mots dessus, mais ce sont en fait nos leviers de motivation les plus puissants. Donc quand je travaille, c'est pour ça qu'en entreprise c'est très utile, la communication non violente aussi est très et avec les enfants aussi, parce que quand je travaille au niveau de cette notion de besoin, en fait je travaille au niveau des leviers de motivation les plus puissants des personnes en fait. Donc je peux renforcer la motivation et le souhait, l'élan de collaborer et de coopérer des personnes autour de moi quand je travaille avec ça. Alors que si j'ai avec des pensées et des il faut, tu dois et c'est normal que, ça motive pas trop les troupes en fait. Au contraire, ça conduit à l'épuisement, au burn-out, à la démotivation, etc. Donc, se rappeler que tout ce que je fais, tout ce que chacun de nous faisons, chaque pas, chaque choix, chaque action, chaque parole, nous faisons ça pour satisfaire des besoins. Et donc, la communication non violente, c'est passionnant parce que ça allait découvrir les besoins que je cherche à satisfaire ou que je satisfais en faisant et en disant ce que je fais, même quand c'est dramatique. Donc, le but n'est pas de retirer les besoins, c'est de pouvoir mieux les combler en fait, par un autre système. Oui, voilà. C'est intéressant parce que effectivement, parfois, je viens de dire, parfois, je pose des actes où j'ai des paroles qui sont dramatiques, c'est-à-dire qui sont violents ou qui sont exigeants, etc. Et donc c'est humain. Et en même temps, donc le but aussi de la communication non violente, ça va être d'aider à trouver d'autres manières de combler mon besoin, de satisfaire mes besoins, qu'en posant cet acte ou cette parole dramatique. Si je peux me relier à la beauté de l'intention de la personne, c'est-à-dire du besoin qu'elle cherche à satisfaire, alors déjà il y a quelque chose qui s'apaise chez moi parce que je peux comprendre que la personne elle vient d'hurler parce qu'elle avait besoin de respect par exemple ou de sécurité, alors que juste quand elle me hurle dessus, ça c'est pas audible pour moi, c'est pas acceptable. Mais si je peux me connecter, de nouveau on parle de connexion, à ce qui est vivant en elle, c'est-à-dire son émotion et son besoin, elle est fâchée parce qu'elle a besoin de respect, moi aussi j'ai besoin de respect et de considération, mais je vais l'aider à trouver une autre manière de nourrir son besoin de respect qu'en me hurlant dessus ou qu'en me tapant dessus ou qu'en cassant quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec l'acte, avec la solution qu'elle envisage, mais je comprends sa motivation. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on travaille. Les solutions, les pistes d'action, on va les envisager plus tard en communication non violente. On va d'abord choyer la relation, c'est-à-dire la compréhension mutuelle. Et la compréhension mutuelle, elle vient quand j'arrive à me connecter à ce que l'autre vit. Parce que je peux vibrer à l'unisson avec la personne, je peux comprendre et me relier à ce qu'elle vit au niveau de ses émotions et de ses besoins, que je peux généralement pas me relier à ce qu'elle pense, parce que en cas de conflit, de tension, en tout cas, je pense pas la même chose. Donc, je ne peux pas la rejoindre. Et dans la relation à l'autre, il est possible de pratiquer la communication non violente sans que l'autre personne en prenne conscience et avoir une efficacité. Oui, alors, c'est intéressant et c'est un grand volet que je vais être très frustrée de ne pas pouvoir développer autant que je voudrais ici, mais en fait, il n'est pas nécessaire que mon interlocuteur connaisse la communication non violente pour que moi je puisse la pratiquer avec lui. Pourquoi ? Parce que déjà, donc la première chose que je vais faire, quel que soit, imaginons mon interlocuteur dit quelque chose ou fait quelque chose qui est très déplaisant pour moi. Je suis par exemple très énervée, très agacée. Je vais pas nécessairement le dire à l'autre, mais je vais me dire à moi, oh là là, mais quand j'entends ça, quand cette personne fait ça, moi je suis vraiment très agacée. Parce que par exemple, j'aspire à de la collaboration, à de la confiance, ou à une qualité du travail réalisé, etc. Alors ça, je me dis ça à moi, je n'ai encore rien dit à la personne, ok ? Je peux partager ça à la personne, je peux lui dire, écoute, tu m'as dit que tu allais rentrer à 18h, il est 21h, et moi, je t'attends ici avec le repas depuis 3 heures et je n'ai pas reçu d'appel de toi. Et en fait, depuis tout ce temps-là, j'étais super inquiète. Moi, je me demandais ce qui t'était arrivé, donc j'avais besoin de sécurité, de confiance. Et puis, pour moi, c'est important quand on me dit je rentre à telle heure, et bien d'être prévenu si jamais il y a un empêchement, ou bien que la personne revienne à l'heure. Et donc, pour moi, c'est une question de respect des engagements, de confiance, de fiabilité. Et souvent, la réaction, le réflexe, c'est d'imposer une solution à l'autre, de dire dorénavant, si tu ne rentres pas à telle heure, maintenant, je ne te fais plus à manger, ou bien ça va se terminer, etc. Et là, l'idée, qui est très inhabituelle, et donc je propose toujours aux personnes de mettre leurs habitudes de communication entre parenthèses, c'est de dire, qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça ? Quand tu m'entends te dire à quel point j'étais inquiète et que je suis contrariée parce que j'aspire à de la sécurité, du respect des engagements et de la confiance.
Et parce qu'en fait, je viens de m'exprimer à une personne, à un être humain qui, comme moi, a un cœur et des besoins. Quand je parle à un mur, je ne m'attends pas à ce que le mur ressente quelque chose. Mais quand je parle à un être humain, comme moi, il est stimulé par mes paroles, comme moi, je suis stimulée par les paroles des autres. Et donc, ça m'intéresse, puisque je cherche à établir une qualité de connexion, une qualité de lien avec la personne. Ça m'intéresse de savoir en quoi je l'ai stimulée. Alors l'étape d'après, ça va être d'écouter non pas ce qu'elle va penser, et donc imaginons que la personne ne connaisse pas la communication non violente et qu'elle me dise « Oui, mais c'est toujours la même chose avec toi, tu râles tout le temps, et puis je dois absolument là être comme un petit chien à rentrer à date et heure comme tu l'as imaginé. » Voilà, imaginons c'est ça qu'elle me répond. Alors ça va certainement me demander un effort de ne pas prendre ça contre moi, et donc d'aller de nouveau, d'aller m'écouter et me dire « Oh, mais quand j'entends ça, je suis vraiment, je sais pas moi, contrariée parce que j'ai besoin de compréhension ou de délicatesse, j'aime pas la manière dont il me parle. » Et je vais, et ça demande de la pratique, évidemment, mais essayer de me connecter, non pas à ce que la personne a dit, parce que si j'écoute ce qu'elle a dit, ce qu'elle pense, c'est sûr, je vais le prendre contre moi. Il y a un grand risque, en tout cas. Mais je vais essayer de me connecter également à ce qui se passe dans son cœur et au niveau de ses besoins. Et je peux assez facilement imaginer, avec un peu de pratique, me dire que cette personne, qui en l'occurrence ici on a deviné mon conjoint, vraisemblablement il est frustré parce que lui il aspire à de la liberté, à de la compréhension, peut-être à de la flexibilité, à de la souplesse, à de la légèreté aussi, puisqu'il me dit c'est toujours la même chose avec toi, t'es toujours sur mon dos, etc. Donc c'est lourd, c'est pesant, c'est voilà. Et donc quand je peux me connecter à ça, en tout cas moi c'est mon expérience de vie depuis maintenant plus de 10 ans que je pratique la CNV. Je suis moi, et je vais te dire de nouveau, c'est égoïste, mais les autres s'en portent mieux aussi. Moi, je suis beaucoup plus sereine quand j'entends non pas quelqu'un qui m'en veut ou qui me critique, mais quand j'entends une personne qui vit une forme de détresse, de désarroi, d'inconfort. J'entends un être humain qui souffre, et je mets le mot souffrir entre parenthèses, et je n'entends pas quelqu'un qui vocifère, qui me critique, qui me reproche des choses. Et moi, je suis plus en paix quand j'entends ça. Je n'ai plus ces images d'ennemis. Je ne suis plus en train de ruminer des mais quel con, quel emmerdeur, c'est pas possible, et gna gna gna, et gna gna gna. Je suis moi plus en paix, et donc de moi, il émane aussi plus de paix, et ça génère donc plus de paix autour de moi. Vous êtes plutôt vous regardez en fait la source de la chose, c'est ça? J'essaie vraiment de me connecter à ce que l'autre vit et pas à ce qu'il se dit. C'est ça. Je me connecte à ses émotions et à ses besoins et pas à ce qu'il pense. Et ça fait toute la différence en fait. Alors nous parlons beaucoup, il nous reste 10 minutes. On ne va plus faire de pause musicale parce que je crois qu'on a encore pas mal de choses à se dire pour cette première émission, non? Oui, on fait une alors... pause, parce qu'une pause, une mini-pause alors. D'accord, une mini-pause. On fait une mini-pause, à la limite on coupera la musique en route parce que 10 minutes c'est très court en fait. Sound of Silence, Paul Simon et Art Garfunkel, probablement une chanson des années 60 je pense. Oui, à peu près, oui. Très bonne chanson. Donc nous sommes toujours dans la suite et maintenant à la fin de l'émission Un nouveau monde avec Sophie Grosjean et nous parlons donc de la communication non violente. Voilà, il nous reste une dizaine de minutes. Dites-nous ce qu'il est encore à dire par rapport à cette communication non violente, bien qu'il y ait énormément de choses à dire, mais pour aujourd'hui en tout cas. Vous venez de dire, Franck, un nouveau monde. Et moi, ce que j'adore dans la communication non violente, c'est que ce processus nous propose une nouvelle manière d'être au monde. En fait, depuis notre plus tendre enfance, l'école nous prépare à savoir-faire. On apprend des savoir-faire et savoir-faire et savoir-faire. Et malheureusement, nous n'apprenons pas à savoir-être. Savoir-être en lien avec soi, savoir-être ensemble, savoir vivre ensemble. Et d'où on mesure aujourd'hui toutes les limites de ce mode de fonctionnement où on nourrit la tête et peu le cœur et les relations. Et donc, c'est vraiment, j'ai envie d'insister juste là-dessus pour la fin de cette émission, c'est que la communication non violente propose non pas une technique de communication, mais un art de vivre, un art d'être en vie, j'ai envie de dire, et une manière d'être ensemble. Et c'est un changement de paradigme, c'est passer du système de domination où on veut avoir l'ascendant, le pouvoir, être autoritaire, etc. et que l'autre marche va comme je te pousse, comme je dis, et plutôt de passer vers un mode de relation où on est dans la puissance avec. C'est pas le pouvoir sûr, c'est la puissance avec, où on va essayer de construire des relations où on va susciter, pas toujours avec succès, mais la collaboration, la coopération, la compréhension, et donc beaucoup plus aussi de joie d'être ensemble, de faire des choses ensemble.
Voilà, c'est vraiment, j'avais envie de... Et où on mesure un être humain non pas à ce qu'il fait. Moi, j'aime bien me dire que la personne n'a pas la valeur seulement à travers ce qu'il fait, mais à travers ce qu'il est. Et un ami me disait une phrase qui m'a beaucoup touchée, et je voudrais peut-être clôturer sur cette phrase-là, il m'a dit un jour, veux-tu faire pour être ou être en faisant ? Et moi, ça m'a beaucoup parlé, et peut-être la semaine prochaine, je vous expliquerai en quoi ça m'a touché cette phrase. Faire pour être ou être en faisant. Je vous pose une dernière question. Vous parlez de processus. Est-ce que la communication non violente est un processus qui a ses limites ? Alors, c'est une très bonne question, Franck, parce qu'en fait, le processus en lui-même, je crois, n'a pas de limite. Et en même temps, il en a une qui est immense, c'est l'utilisateur. Parce que la personne qui utilise le processus, c'est un être humain. Et par définition, nous sommes limités. Et nous sommes notamment limités dans cette capacité à être dans l'ouverture vis-à-vis de l'autre, dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Et cette capacité d'ouverture et de bienveillance, elle est limitée parce que nous sommes parfois complètement submergés par des émotions comme la colère, la peur ou la tristesse. Et que ces émotions, qui ne font que nous traverser, c'est vrai, mais nous empêchent pour un temps de rester dans l'ouverture. Donc ça, pour moi, en tout cas, dans ma compréhension des choses, c'est ça la limite du processus, c'est l'utilisateur qui est un être humain. Tout un programme à soi, tout un programme à l'autre, c'est une magnifique découverte. En fait, si on suit une formation, on se découvre autrement et on découvre l'autre autrement, je suppose. Oui, je pense. En tout cas, c'est l'expérience que la plupart des personnes font. En même temps, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais généralement, les personnes qui viennent, même parfois obligées, puisque j'interviens souvent en milieu professionnel, et donc là, les personnes n'ont pas nécessairement le choix, ou en tout cas n'ont pas l'impression d'avoir le choix d'être là. Il y a parfois des personnes, mais c'est assez rare. Je dirais que j'ai peut-être 1% de personnes à qui ça ne parle vraiment pas, mais les autres, généralement, ils voient vraiment un intérêt et sont touchés souvent, deviennent les meilleurs ambassadeurs parce que, étant contre au départ et puis sont touchés, elles se disent waouh, ça c'est quelque chose que j'ai envie de partager, d'approfondir et de faire découvrir à d'autres. Mais si vous êtes appelé dans les sociétés, je suppose que ça doit avoir de l'efficacité, parce que en général les sociétés ne font pas venir je ne veux pas dire des thérapeutes, mais des coachs pour le plaisir de leur personnel. Donc, c'est qu'il doit y avoir du résultat. Et, entre guillemets, à la suite de ça, la clé du rendement, un meilleur rendement, puisque la communication est meilleure. Et donc, forcément, ça doit jouer. Ce n'est pas que la communication, c'est surtout la motivation et le bien-être des travailleurs. Donc, ici, c'est particulièrement dans l'air du temps, puisqu'il y a une nouvelle loi qui est passée au mois de septembre qui impose aux sociétés maintenant de mettre en place des formations pour prévenir et gérer les risques psychosociaux. Donc, tout ce qui est conflits, harcèlement, burn-out, épuisement, stress, mais la communication non violente s'inscrit pleinement dans cet axe-là, en fait. Donc l'avenir est radieux pour la communication non violente, apparemment. Espérons-le. Alors je vous demande de nous rappeler le rendez-vous que les gens peuvent avoir avec vous dans pas très longtemps, donc dans un peu plus d'un mois. Oui, donc c'est le 13 mars à Coutouin, à la salle paroissiale de Coutouin, rue Docteur Beaujean numéro 6. Il y a une conférence donc que j'animerai sur le thème de « Je prends soin de moi, ça profite à tout le monde ». Et vous pouvez trouver, chers auditeurs, les coordonnées pour cette conférence sur le site www.communicationnonviolente.be. Ou un téléphone pour ceux qui n'ont pas d'internet. Oui, c'est le 0479 31